On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Tous autant qu'on est, on s'extasie devant le premier gazouillis, le premier babillage, la première syllabe, le premier mot que prononce notre enfant. Allez, avouez. Papa, 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 et c'est la joie. Parce qu'on croit discerner papa. C'est la même chose pour maman, il n'y a pas de débat. Et puis jaillit le premier nom, qui n'appelle à aucune discussion. Les bébés se mettent à parler tout naturellement et assez rapidement, tellement d'ailleurs qu'on en oublie de s'interroger. Comment le nouveau-né perçoit-il les sons qui constituent la parole ? Quand cela commence vraiment ? Comment peut-il entendre ces sons, mais aussi les reconnaître, les extraire, les comprendre et les reproduire ? Que se passe-t-il concrètement dans son cerveau ? Et il existe des différences entre les filles et les garçons ? Et au fait, c'est quoi une langue maternelle ? Quelle est l'influence des autres et plus généralement du contexte dans l'acquisition de la parole ? Et c'est quoi au juste un trouble du langage ? Et quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter ou à s'en préoccuper ? Et les masques portés lors de la Covid, ils ont eu un impact sur les capacités des bébés à se mettre à parler ? Voilà de grands mystères. Et pourtant, les recherches récentes en sciences du langage ont dépassé la querelle de l'inné et de l'acquis. Je peux donc enfin vous emmener faire des découvertes étonnantes aux côtés de la généreuse Sophie Kern, spécialiste de l'acquisition du langage par le très jeune enfant. À ses côtés, vous allez pouvoir saisir comment votre petit entre dans le langage, étape par étape, depuis sa première minute de vie jusqu'à sa première phrase, mais aussi ce que vous pouvez très concrètement faire pour soutenir son génie linguistique et lui garantir une vie épanouie. Et bonjour Sophie, je suis vraiment ravie en tout cas que vous ayez accepté mon invitation à ce micro. Avec plaisir. Ce matin, le plaisir est vraiment partagé parce que ce matin, on va vraiment parler de l'acquisition précoce du langage chez l'enfant, chez le très jeune enfant. Vous en êtes la spécialiste. Vous êtes plus précisément chercheuse au laboratoire dynamique du langage et vous êtes aussi psycholinguiste développementale. Pour nous, communs du mortel. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer, s'il vous plaît, ce en quoi consiste votre métier, comment vous travaillez avec les bébés et quelle est finalement la finalité de votre profession ? Oui, alors effectivement, je suis psycholinguiste, j'ai une formation en linguistique, puisque j'ai fait une thèse en sciences du langage. Et ma spécialité, c'est le développement du langage chez le très jeune enfant. Alors quand je dis très jeune enfant, je commence à partir des premières productions orales de l'enfant, autour de 3, 4, 5, 6 mois, on va dire, puisque c'est très variable, jusqu'autour de 3 ans, en fait, quand l'enfant commence déjà à produire ses premières phrases. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est de décrire en fait la trajectoire d'enfants qui apprennent des langues différentes, depuis leurs premières syllabes finalement jusqu'aux premières phrases, et non seulement d'écrire mais aussi de comprendre en fait quels facteurs peuvent jouer un rôle sur cette trajectoire, puisque tous les enfants n'ont pas exactement la même trajectoire. D'accord. Et qu'il y a des facteurs internes ou externes à l'enfant qui peuvent faire varier cette trajectoire. Alors quand je parle de facteurs endogènes, ça peut être évidemment l'âge de l'enfant, mais aussi son sexe par exemple, puisqu'il y a des différences dans l'acquisition du langage entre les garçons et les filles. D'accord. Mais aussi évidemment des facteurs exogènes, donc comme par exemple
donc l'environnement de l'enfant et son appartenance à une famille, par exemple, plus ou moins éduquée, ou bien encore son mode de garde, ou la présence de frères et sœurs. Très intéressant. Puisqu'en fait, il y a des variations, hein, même si, grosso modo, on trouve des étapes assez similaires d'un enfant à l'autre, il y a des variations et justement mon travail consiste plus précisément à les décrire et à les expliquer. Votre travail a l'air passionnant. Je me permets juste de Oui, rebondir sur un aspect. bien sûr. Vous disiez qu'il peut y avoir des différences entre les garçons et les filles. De Oui. quel ordre? Qu'est-ce que vous observez comme différence? Alors il y a des différences, quantitatives et qualitatives dans le développement du langage. Donc par exemple, les filles commencent en général à parler, plus tôt que les garçons. D'accord. Ce retard est rattrapé ensuite par les garçons, autour de, 3-4 ans. Et puis aussi quand on observe, il y a une jolie étude qui a été faite au Canada sur une grande cohorte d'enfants très, très jeunes et ils ont observé qu'en fait dans les premiers vocabulaires des enfants, eh bien, les mots étaient pas les mêmes, toujours entre garçons et filles D'accord. et que c'était finalement déjà très genré C'est la vrai? composition du vocabulaire dans les 50 premiers mots des enfants. D'accord. C'est-à-dire autour entre 16 et 26 mois, quoi. Très intéressant, très parlant en tout cas. On parlera de toute façon un peu plus tardivement justement de peut-être des raisons qui pourraient expliquer justement ce Oui. vocabulaire plus ou moins genré. Je voudrais juste revenir du coup sur votre métier, plus particulièrement de psycholinguiste. Que- Quel en est, j'allais dire, enfin sans bien sûr avec tout le respect que je vous dois, Mmh. à quoi sert ce métier en fait? Quelle en est la finalité, l'utilité? Oui, vous inquiétez pas, on me dit C'est souvent: «Mais vrai. pourquoi tu travailles sur l'acquisition du langage?» Ça sert à rien puisque tous les enfants apprennent à parler. Alors si c'était aussi facile, ça serait bien. Puisqu'effectivement, c'est un processus naturel, hein, et que, globalement, quand tout va bien, c'est-à-dire que quand toutes les conditions, sont réunies, eh bien, tous les enfants apprennent à parler. Sauf que dans la réalité, il y a quand même un nombre, assez important d'enfants qui présentent des difficultés langagières D'accord. et que que ces difficultés, elles peuvent avoir vraiment des répercussions, très importantes sur le bien-être de l'enfant, sur son devenir, scolaire, social et puis, effectivement donc comme je viens de le dire sur leur bien-être plus généralement, personnellement. Et donc comment dire? De savoir comment, marche une chose bien, eh bien ça peut vraiment aider dans le cas d'un dysfonctionnement. De connaître les comportements normaux typiques, les trajectoires développementales d'un enfant qui se développe bien, eh bien ça peut aider à remédier, chez un enfant, qui présente des dysfonctionnements. Donc le normal va vraiment aider à comprendre, le pathologique. Même si l'inverse est vrai aussi, hein, puisque, il y a certaines pathologies qui peuvent nous renseigner sur le développement normal. D'accord, très intéressant. Et puis évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que, le développement du langage, c'est pas un développement, isolé, mais c'est un développement qui est lié à d'autres développements de l'enfant, comme son développement psychologique, cognitif ou même alimentaire. Mmh. Et du coup, ça en fait une compétence qui est très importante à bien connaître. Ouais et puis c'est, comme vous dites, c'est quand même un développement, qu'on met, je trouve, rarement en parallèle de tous ces développements que vous venez de lister. Alors c'est même plus qu'en parallèle puisqu'il y a des interactions claires, entre les différents développements et que, par exemple, le développement cognitif dans certains aspects sert vraiment de base pour le développement langagier. Sans mémoire, par exemple, qui est une compétence cognitive, bah, l'enfant n'arriverait pas à se rappeler des choses, à avoir un vocabulaire dans son cerveau, et à pouvoir le rappeler quand il en a besoin. Et sur le développement alimentaire, est-ce que vous avez justement, un exemple typiquement? En quoi est-ce que c'est lié, à l'acquisition, de la parole?
Alors il y a, en fait, on dégage 2 oralités. L'oralité verbale, qui est donc effectivement la production, des mots, et l'oralité alimentaire. Et il y a des travaux, alors qui sont récents et qui sont encore plus sous forme d'hypothèses, qui essayent de montrer en fait un lien entre, l'oralité alimentaire et l'oralité verbale. Puisqu'on repère souvent des co-occurrences de difficultés alimentaires, mais aussi de difficultés de production orale. D'accord, et c'est très étonnant. Dernier aspect sur votre métier, ça me rend curieuse de savoir comment vous travaillez Bien sûr. avec les bébés. Alors il y a plusieurs manières de travailler avec les bébés. Il y a des manières très expérimentales, que j'utilise, beaucoup moins, mais qui est de faire venir des enfants dans des laboratoires et puis de, les «tester» entre guillemets de façon très, très éthique, hein, de tester leurs réactions, de regarder leur, regard, leur mimique. Par contre, pour ce qui me concerne, moi, je travaille plutôt sur des, données, écologiques, c'est-à-dire que on va enregistrer, des interactions, d'enfants et de parents, dans leur environnement, quotidien, en général à la maison, au domicile, des parents. Et ensuite on retranscrit en fait tout ce qui a été, dit ou fait dans ces interactions. Et puis une deuxième manière de procéder, c'est aussi de passer par des questionnaires parentaux. Donc en fait, c'est des questionnaires qui sont souvent prédéfinis, qui sont même quelquefois normés sur un grand nombre de participants. D'accord. Et donc, on demande aux parents de répondre de façon très, naturelle à un certain nombre de questions sur leur langage de leur enfant. Et souvent là, on se dit: «Oui, mais les parents, est-ce qu'ils sont très fiables? Est-ce qu'ils auraient pas une tendance à surestimer les compétences de leur enfant en disant: "Mon chéri, c'est le plus beau, le plus intelligent"?» C'est vrai, Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer ça, mais en fait, globalement, ils sont assez fiables, voire très fiables, et quand on d'accord. compare en fait ce que dit le parent, avec des productions spontanées de l'enfant, eh bien finalement, ils sont assez justes dans ce qu'ils nous apportent, et comme c'est quand même les interlocuteurs privilégiés des enfants, heu, ils sont vraiment riches pour nous, quoi. C'est passionnant en tout cas. Moi, j'aimerais être une petite souris, pour vous voir à l'œuvre. Bah, Heu, venez, hein, il y a pas de c'est problème, vrai? vous êtes Ah! invités chaleureusement, quand Ah vous bah, voulez. écoutez, bah, je là, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, croyez-moi Sophie, donc D'accord. je risque de venir avec ma petite caméra. J'adorerais en tout cas, vraiment, enfin venir dans un environnement tel que celui-ci. Je le fais déjà un peu avec Sylvie Chocron qui m'accompagne dans le développement, de Pereski, dans D'accord. son Baby Lab, mais vraiment d'étudier cette acquisition de la parole. Ça me passionnerait. Justement, vous le disiez, cet apprentissage, finalement, il est assez, naturel, même si on est la seule espèce vivante à être douée de la parole. On Mmh. voit que nos bébés sont capables de maîtriser, leur langue, maternelle, très rapidement, en un temps record, la Mmh. plupart du temps en moyenne en 1 année. Hem Un jour, ils se mettent à parler, alors qu'ils ne sont jamais allés à l'école et que personne ne leur a jamais donné de leçons pour apprendre à parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sophie, s'il vous plaît, comment cela est possible? Quel est le secret des bébés et comment la parole leur vient? Alors il a beaucoup de secrets, ce bébé, en fait. On essaie justement de trouver les secrets, on a quand même découvert un certain nombre de choses, surtout ces, ouais, 20-30 dernières années. Puisque c'est vrai qu'avant on pensait que, on regardait finalement l'enfant qu'à partir du moment où il commençait à produire ses premiers mots, donc effectivement, au bout d'1 an, alors qu'en réalité il a déjà des compétences déjà bien plus précoces. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est déjà très précoce? Puisque c'est vraiment un processus, l'apprentissage du langage, c'est vraiment un processus qui est naturel, spontané, et quelque part qui est, inscrit, dans l'ADN des enfants. D'accord. Puisque finalement l'apprentissage, de la parole, en tout cas, dans nos civilisations actuelles, eh bien ça passe d'une génération à l'autre sans aucune difficulté. Et en fait, quand l'enfant vient au monde, il vient au monde avec un certain nombre de prédispositions pour le langage, et pour et de compétences qui vont lui permettre d'apprendre les langues,
Et évidemment, ensuite, ces compétences vont se développer et vont l'aider à rentrer dans le système langagier de façon optimale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même ça commence avant la naissance, puisque déjà in utero, au 6e mois de grossesse, l'enfant a un système auditif qui lui permet d'entendre un certain nombre de choses. D'accord. Donc il entend les bruits internes de sa mère, mais il entend aussi les sons qui viennent de l'extérieur. Alors évidemment, ce sont des sons qui sont filtrés, puisque ces sons passent par plusieurs couches. Il y a le liquide amniotique, il y a le gras de sa mère, et puis il y a la peau de sa mère. D'accord. Et donc l'enfant va entendre surtout des fréquences en fait basses, D'accord. donc des voix plus basses, moins aiguës, c'est ce qu'il entend, donc c'est filtré. Et ce qui reste de ce filtrage, ça va être aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle la prosodie de la langue, c'est-à-dire le rythme, les intonations, les pauses. Et D'accord. tout ça, en fait, l'enfant, il est baigné là-dedans depuis le 6e mois de grossesse de sa mère. Impressionnant. Ça doit être un sacré brouhaha pour lui, non? Oui, sûrement, sûrement, mais il y a des choses qui passent mieux que d'autres et passent tellement bien que, on se rend compte que, l'enfant a une mémoire auditive quand il vient au monde et une mémoire auditive, puisqu'on observe en fait des réactions très particulières et préférentielles vers des musiques, des chansons, des histoires, des langues qu'il a souvent entendues, in utero. Donc ce n'est pas un mythe. J'ai Ce souvent n'est entendu pas un mythe. dire c'est génial. J'ai souvent entendu dire qu'une chanson qu'on a peut-être, pris plaisir à écouter pendant Ouais, notre grossesse et qu'on fait réécouter à un petit qui vient de naître peut avoir en fait tendance à l'apaiser. Ça peut donc être absolument. vrai. C'est voilà, c'est des réactions préférentielles, on voit effectivement que ça Incroyable. calme l'enfant parce que finalement c'est comme s'il retrouvait, une ambiance, passée, quoi, Familière, assez familière, absolument. extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe alors à la naissance? Alors à la naissance, il va passer plein de choses puisqu'effectivement l'enfant va être immergé dans un flux, de paroles et de, stimulation, langagière, auditive et il va falloir qu'il fasse un tri parmi tout ça, qu'il reconnaisse des choses et puis, ça c'est donc un grand travail de perception pour ensuite passer dans la compréhension du monde et la production. Et en fait, il a la chance de, disposer à la naissance, d'une perception qu'on caractérise, d'universelle, puisque, l'enfant est capable de percevoir tous les sons qui existent dans les langues du monde et donc Incroyable. pas seulement ceux qui appartiennent, à sa langue maternelle, puisque chaque langue a un nombre, défini de sons qui sont pertinents pour la langue et puis des sons qui n'existent pas du tout. Et puis, justement, à la naissance, l'enfant, il est capable de percevoir tous les sons, même ceux qu'il n'a jamais entendus in utero Incroyable. Donc et vous il est voulez donc capable d'apprendre n'importe quelle langue, au singulier comme au pluriel, dès la naissance. c'est impressionnant. Vous voulez donc dire qu'un petit, qui aurait, baigné dans un environnement français, qui naît en France, est capable de discriminer, d'entendre et peut-être même d'apprendre, je dis n'importe quoi, le chinois. Absolument, absolument. C'est du génie. Et oui, c'est ça, ça permet justement, voilà, si jamais il y a un déplacement de l'enfant à la naissance, vers une autre langue, que l'enfant puisse quand même apprendre, quoi. Comment il s'y prend en fait, finalement pour, j'allais dire apprendre à parler? Alors, souvent on utilise la métaphore du statisticien pour D'accord. renvoyer, à l'apprentissage des enfants. On parle en fait souvent d'apprentissage statistique qui est en fait le fait que, l'enfant va chercher à extraire des régularités dans ce qui l'entoure. Et dès la naissance, l'enfant est très sensible aux régularités, sonores de son environnement. C'est-à-dire qu'il va repérer assez rapidement,
quels sons l'entourent? Est-ce que ce sont des sons qui se répètent? Est-ce qu'ils sont dans une position particulière? Et de la même manière, donc il va travailler les sons, mais aussi les syllabes et les mots, finalement, toutes les unités qui peuvent composer un énoncé. Et c'est donc ces co-occurrences de sons, de syllabes, ces positions particulières, ces fréquences plus ou moins importantes, ces distributions, ces schémas de position, eh bien l'enfant va les repérer et puis ça va lui permettre d'identifier plusieurs unités, donc les sons, ce qu'on appelle aussi les phonèmes, les syllabes, les mots, les phrases, et d'en déduire un certain nombre de règles phonologiques et grammaticales. Par exemple, il va se rendre compte qu'un son particulier n'est jamais en fin de mot. Donc il va D'accord. apprendre une règle qui est de dire que le son, général, je trouve pas d'exemple, mais on va dire n'importe quoi, même si c'est faux. Le son che n'est jamais en position finale dans ma langue. Ça veut dire que le che n'indiquera jamais la fin d'un mot. Voilà. Et donc ça lui permet de segmenter le flux ininterrompu de paroles en unités plus petites. Ah oui, parce qu'au départ, en fait, finalement, il entend une sorte de Oui, bougie-boulia voilà, c'est ça, et il d'amoncellement faut de qu'il sons. coupe. Mmh. Mais vous m'étonnez qu'à la fin de la journée ou même Il à est la fin fatigué, ouais. qu'il soit fatigué et qu'il ait envie de dormir. Ça doit Oui, être, en fait, dès qu'ils sont éveillés, finalement, ils sont dans cette, comme vous dites, dans ce travail statistique oui. interminable. Oui, 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 oui. Et donc il faut effectivement leur parler beaucoup, mais il faut pas non plus les noyer, quoi. D'accord. Parce que ça peut être très, très fatigant d'avoir une stimulation sonore non-stop, sans parler, des stimulations qui sont pas forcément verbales, mais qui sont par exemple, le téléphone, la télé, d'autres types de stimulations sonores qui peuvent venir Mmh. interférer sur la parole. D'accord. C'est en effet, c'est important, de le noter. La semaine dernière, je m'entretenais, pareil avec, une, spécialiste de la psychologie, du petit enfant qui insistait en effet sur, l'importance d'un environnement finalement calme, voire silencieux, pour permettre au petit justement, d'effectuer en fait tout ce travail, d'apprentissage. Oui, disons qu'il faut pas le surstimuler trop, mais il faut aussi, évidemment, ce qui est très positif, lui faire entendre, de la musique différente, des bruits différents, pour justement le lui donner une diversité de mondes sonores aussi. Et puis peut-être pour finir sur cette question, ce qui est important aussi, c'est que, l'enfant est vraiment acteur de son apprentissage. C'est-à-dire que on parle d'imitation et c'est vrai que l'imitation, c'est important. L'enfant apprend aussi en imitant des choses, mais c'est pas parce qu'il imite que, il a pas non plus, de réflexion, quant à ce qu'il fait. Ce que je veux dire, c'est que il va, extraire des régularités, il va y penser, il va comparer des choses, il va catégoriser des choses et donc il y aura tout un tas de processus cognitifs qui feront vraiment de lui un acteur de son apprentissage. C'est vraiment passionnant et du coup, votre témoignage m'inspire une autre question. Moi, j'aimerais justement savoir, essayer de comprendre en tout cas à vos côtés, quelle est l'influence des autres, de l'environnement, des parents, comme vous le disiez, et plus généralement du contexte, dans lequel les bébés grandissent dans l'acquisition du langage? Alors il y a plusieurs manières de voir l'environnement et le contexte d'apprentissage. Hem, D'abord, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que tous les enfants n'apprennent pas les mêmes langues. Donc au début, tous les enfants ont le même bagage, biologique, cognitif, hein, et ils sont prêts à apprendre des langues.
Mais ils vont pas tous apprendre la même langue, donc ils vont apprendre en fait des systèmes phonologiques, c'est-à-dire des sons et des syllabes particulières, des mots particuliers, des règles grammaticales particulières. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le développement vers une langue maternelle particulière, vers un système spécifique, ça a lieu finalement très très tôt, puisque on remarque que dès le babillage, c'est-à-dire vers 5-6 mois, quand l'enfant, vous savez, produit ces espèces de suites de syllabes en rythme, les fameux ba, 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 ma, ma, eh bien, en fait, si on fait entendre du babillage d'enfants qui apprennent des langues différentes à des locuteurs naïfs, eh bien, ces locuteurs disent des locuteurs qui entendent, qui écoutent ce babillage, eh bien ces personnes disent ah oui, j'entends qu'ils babillent pas de la même manière. On dirait qu'ils apprennent des langues différentes. Et en fait, cette perception, elle n'est pas liée au son ou aux syllabes que l'enfant produit, mais plutôt au rythme, puisque finalement ce babillage, il est déjà quelque part empreint du rythme, de la mélodie, de la prosodie, de la langue qu'il va apprendre. C'est vraiment impressionnant. Et en fait, pour vous impressionner encore un peu plus, c'est que en fait, il y a une espèce d'inhibition de la perception des sons étrangers de la part de l'enfant autour de cette même période. C'est-à-dire que la perception était universelle, mais petit à petit, il va y avoir comme un filtre de la langue maternelle qui fait que l'enfant va vraiment se focaliser seulement sur les sons qui existent dans sa langue maternelle et qui sont pertinentes. Donc concrètement, c'est comme si son cerveau lui dictait de se spécialiser exclusivement dans quoi ? Dans là où les langues auxquelles il est exposé ? Justement, je me permets une petite parenthèse. Oui. Vous parliez de la langue maternelle, mais est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs ? Bien sûr. Racontez-nous justement, c'est quoi finalement une langue maternelle ? Alors, la langue maternelle, c'est la première langue, mais ça peut être 2 langues à laquelle sont exposés les enfants in utero, on va dire, puisqu'on sait que in utero, l'enfant entend un certain nombre de choses. Alors évidemment, on parle de la langue maternelle puisque c'est souvent lié à la mère, puisque in utero, c'est quand même le discours de la mère que l'enfant entend le plus. De manière quasi continue. Pardon ? De manière quasi continue, finalement. Oui, en non-stop, puisqu'elle peut pas poser son bébé quand elle s'en va. Donc, il l'accompagne tout le temps, jour et nuit. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, la langue maternelle, c'est vraiment la langue de la mère. Alors, si la mère parle 2 langues, eh bien, on va parler de 2 langues maternelles. Très intéressant, d'accord. Donc déjà, ça permet en effet de bien expliquer ce concept. Je vous remercie pour cette parenthèse. Et du coup, je me permets de revenir justement sur l'importance du contexte. Oui, alors donc ça, c'était vraiment le contexte dans un aspect translinguistique, c'est-à-dire quand on compare les différentes langues. Et donc effectivement, les différentes langues ont des particularités. Et donc assez rapidement, l'enfant va rentrer dans l'apprentissage de... Alors, je devrais pas dire apprentissage si j'étais vraiment très précise, je devrais dire l'acquisition, puisqu'on fait la différence entre l'apprentissage d'une langue. En général, on parle d'apprentissage quand c'est un apprentissage dirigé, quand c'est l'apprentissage à l'école, quand c'est du métalinguistique, quand on parle de l'apprentissage de la langue, et une acquisition quand on parle d'acquisition, de développement de la langue dans un contexte naturel. Sans leçon finalement. Oui, la nuance en tout cas est très intéressante et elle va dans le sens justement de ce processus naturel que vous décriviez. Voilà, absolument. Et donc l'environnement fait partie donc de cette acquisition naturelle et est extrêmement important
puisqu'on a vu que l'enfant a vraiment besoin de stimulation verbale, il doit être exposé à des stimulations verbales, mais il doit surtout en fait participer à des vraies interactions, c'est-à-dire qu'il doit être considéré comme un interlocuteur à part et qu'il doit jouer dans ces interactions une fois le rôle de locuteur et une autre fois de récepteur. Et c'est toute la différence avec une acquisition naturelle en interaction avec un adulte ou même avec un de ses pairs par rapport à l'acquisition en regardant la télé. On n'apprendra jamais en regardant ou en écoutant la télé parce que on est complètement patient. Oui. On n'est que récepteur et encore récepteur, c'est un grand mot. Donc à nouveau, cette importance, comme vous dites, de l'interaction, de l'interactivité, de la réciprocité finalement entre les deux interlocuteurs. Très Absolument. Et ces stimulations verbales, cet environnement sonore doit être quantitativement et qualitativement stimulant. On a vraiment montré des différences, par exemple dans le développement lexical des enfants, en fonction des stimulations qu'ils avaient reçues plus petits. D'accord. Donc, par exemple, il a été démontré que les enfants dont les parents ont un niveau d'éducation plus faible ont un vocabulaire moins important et moins diversifié, moins riche, plus redondant par rapport à d'autres groupes. Et que en fait cette différence était le reflet en fait des stimulations qu'ils avaient reçues par les parents, où là aussi les parents parlaient moins souvent et avaient souvent le même vocabulaire redondant et moins diversifié que dans d'autres groupes. D'accord, très parlant en effet. Donc on voit vraiment que l'environnement et voilà la quantité et la qualité de stimulation est très important. C'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à assez récemment finalement, on s'est beaucoup concentré sur les interactions mère-enfant. D'accord. Parce que c'était plus simple et puis peut-être parce que c'est toujours la faute de la mère s'il y a quelque chose qui va pas. Mais dans en nos fait, sociétés, oui, judéo-chrétiennes, malheureusement, oui. En effet, même si les j'exagère un choses peu, mais c'est un peu comme à ça quand bouger, même. mais oui. Et en fait, on commence à se rendre compte que les interactions avec d'autres partenaires de la conversation, évidemment, on a aussi travaillé sur le père, mais quand même moins que sur la mère. D'accord. Et maintenant, on prend vraiment aussi en compte d'autres partenaires de conversation, comme les frères et sœurs, mais aussi la famille élargie, ou encore, évidemment, les éducateurs qui voient les enfants au cours de la journée, particulier quand les enfants sont gardés en crèche. Parce que finalement, les enfants qui sont en crèche, ils entendent plus leur éducateur, les personnels de crèche que leurs parents. Et que du coup, ça mérite en fait toute notre attention. Alors du coup, ce que vous dites m'inspire en fait plein de questions. Alors je vais commencer peut-être par la première, juste par curiosité. Est-ce qu'il y a des mots que les bébés aiment prononcer en premier et si oui, lesquels? Oui, évidemment. On sait tous que l'enfant produit papa, maman, bébé. On pense même quelquefois que l'enfant produit papa à 3-4 mois ou maman à 2-3 mois, alors qu'en réalité, il produit pas papa, maman, mais il produit juste ce qui est le plus simple à produire pour lui. Et que les choses sont bien faites, et bien que ça renvoie au papa et à maman. Et donc, souvent, on a des parents qui disent « T'as entendu, il a dit papa ?» Non, il est juste en train d'utiliser ses articulateurs et c'est ce qui est produit le plus facilement. Donc effectivement, quand l'enfant commence à parler, les mots qui vont produire préférentiellement ont un certain nombre de caractéristiques, dont des caractéristiques articulatoires. Et donc, ce qu'ils vont produire en premier, c'est des mots qui sont faciles à produire pour eux, puisque contrairement à l'audition, qui est fonctionnelle à naissance, l'appareil phonatoire comme la mâchoire, la langue ou le palais n'est pas encore mature. D'accord. Donc il y a des choses qu'ils arrivent très bien à produire et d'autres pas. Comment, excusez-moi de vous couper, oui.
Sophie, comment il développe justement enfin, comme vous disiez, tout ce système de la mâchoire, de la langue, de la bouche? Qu'est-ce qu'ils font finalement pour, le muscler, j'allais dire? Eh ben, ils font des exercices, hein, d'articulation. C'est-à-dire qu'il y a une période qui est un peu avant le babillage, où l'enfant va tester ses articulateurs. C'est-à-dire qu'il va utiliser, ses lèvres, il va les arrondir, il va tirer la langue, D'accord. il va aussi, produire des choses plus ou moins fortes, plus ou moins aiguës. Et donc en fait, en jouant sur ces articulateurs, non seulement il va muscler des choses, alors tout n'est pas que muscle, mais il va muscler des choses, mais aussi il va voir que quand il change des choses de position, eh bien, il produit des choses différentes. D'accord. Et souvent aussi quand il produit des choses, qui entraînent une réaction très positive de la part des parents, eh bien, il va essayer de reproduire ces choses. Parce que Forcément. l'enfant, il veut faire plaisir à ses parents. Et donc en fait, il va travailler sur cette biomécanique et cette biomécanique, elle va se développer petit à petit, ce qui va lui permettre de passer à des productions très, très simples, hein, telles que le pa, le ma, parce que ça, c'est vraiment très facile à produire. C'est finalement une ouverture et une fermeture de la bouche en rythme, hein. Pa, c'est juste une oscillation mandibulaire et vous faites rien avec la langue. D'accord. Et progressivement, l'enfant va rajouter des choses plus complexes, c'est ce qu'on appelle du contenu à ses productions, et donc produire des mots plus compliqués. Donc on a beaucoup de productions des enfants au début qui sont monosyllabiques, hein, donc une consonne et une voyelle, ou bien avec 2 syllabes, donc bisyllabiques, et en général les enfants aiment beaucoup la répétition des mêmes Oui. syllabes, et c'est pour ça que finalement les mots qu'on peut qualifier d'enfantins, c'est souvent, des mots, de 2 syllabes répétés comme bébé, maman, dada, papa, et cetera. D'accord, tout s'explique, tout s'éclaire avec vos vos explications. Et donc ça, c'est au niveau articulatoire, et évidemment dans le sens des mots, là aussi, l'enfant ne va pas parler, de tout et de n'importe quoi. C'est qu'il va restreindre son vocabulaire, principalement, à des D'accord. noms qui renvoient à des objets ou à des personnes de son entourage, puisque, il faut pas l'oublier, c'est que l'enfant apprend à communiquer parce qu'il a un besoin de communiquer. Finalement, c'est un moyen de survivre au début d'utiliser la langue, Oui. et donc de quoi est-ce qu'il a besoin pour survivre? Ben, il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin d'être habillé, il a donc besoin d'être au chaud ou bien au froid s'il a trop chaud, et donc ce sont des mots, de la nourriture, des vêtements, mais aussi, il va s'adresser justement à son entourage pour avoir cette nourriture, ces boissons et ce vêtement, et donc on va aussi trouver beaucoup de noms de personnes de l'entourage de l'enfant. D'accord. Et que finalement, c'est que dans un deuxième temps qu'on voit apparaître plus majoritairement des verbes et des adjectifs, ou bien des mots, qu'on appelle grammaticaux, c'est-à-dire tout ce qui est préposition, article, conjonction. D'accord. Quand vous dites plus tardivement, dans un second temps, c'est vers quel âge? Alors ça dépend un peu des enfants, mais autour de 2 ans. D'accord. Ouais, alors que les premiers mots, c'est autour d'1 an, qui sont principalement des noms, voilà. C'est très, très clair et en effet, c'est vrai que on ne met pas non plus souvent le langage en perspective de ce besoin finalement de survie. Mmh. Enfin, on parle Mmh, parce qu'on a mmh, en effet mmh, besoin mmh. de formuler, de verbaliser un besoin. Bah, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des gestes, on peut utiliser des actions pour, pour communiquer, mais à un certain moment, ce système de communication est insuffisant, Mmh. et d'ailleurs au niveau, évolution, il y a des hypothèses qui disent que en fait, quand, on a eu besoin de transmettre l'utilisation des outils, Ah! que le Le langage langage est se apparu. serait développé. Incroyable. Enfin, que ça se serait complexifié, on va dire. D'accord.
D'accord, c'est passionnant, Sophie, vraiment. J'aimerais rebondir sur un deuxième aspect. Vous parliez finalement, de du rôle des parents dans cet environnement Mmh. justement stimulant et dans ce soutien, dans l'acquisition du langage. Hem Moi, j'aimerais justement savoir quel est censé être le rôle des parents dans ce processus. Très concrètement, qu'est-ce que vous conseillez aux parents de faire pour accompagner le bébé, dans l'acquisition du langage? Peut-être comment lui nous conseillez-vous de parler à nos bébés, pour justement faciliter, cette phase d'acquisition du langage? Alors souvent, on parle d'étayage, en fait, des parents. C'est-à-dire que, les enfants vont pardon, les parents vont soutenir, l'acquisition. Ils vont pas évidemment, acquérir à la place de l'enfant, mais ils vont soutenir l'acquisition, de façon assez naturelle, hein, d'ailleurs, c'est ce que font les parents et finalement, il y a plein de petits comportements de communication très simples, à mettre en place avec, les jeunes enfants pour justement étayer et soutenir ce développement. Alors comme la 1re chose qui renvoie justement à cette distinction entre, enfin avec cette notion d'interaction, Oui. c'est de pas parler à l'enfant, mais de parler véritablement avec l'enfant Mmh. et de pas le considérer comme un espèce de vase vide qu'on va remplir et qui va se laisser remplir tout seul, mais comme un véritable partenaire à part entière et qui est vraiment capable lui-même de participer, au remplissage de ce vase, même si ce n'est que par une mimique, par un petit geste ou par, ensuite un mot. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà entendu des parents à qui j'ai dit: «C'est bizarre, vous parlez pas beaucoup à votre enfant» et m'entendre: «Ah oui, mais de toute façon, il comprend pas, il parle pas, donc c'est pas la peine». Alors c'est pas parce que l'enfant parle pas, déjà qu'il comprend pas, puisqu'il y a vraiment comment dire? Il y a un décalage entre la compréhension et la production, puisque, on avait dit que la production, ça tournait autour des 1 an, mais l'enfant comprend déjà des mots autour de 8, 9 mois. Donc, l'enfant a vraiment besoin d'être un interlocuteur déjà, enfin dès la naissance je veux dire, mais, D'accord. l'enfant Mmh. comprend aussi des choses verbales très, très tôt. Merci pour la précision. Oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé de la compréhension, elle est Ouais. très importante et donc il faut vraiment, donner, une place à l'enfant dans les interactions et donner une place aussi dans les interactions, c'est lui donner aussi une place physique. Ce qu'on oublie souvent, c'est que, pour un enfant, on est des espèces de géants qui parlons, Mmh. alors que bon, l'enfant, il est tout petit. Donc des choses tout simples, c'est vraiment se mettre, à sa hauteur physiquement, Intéressant. s'adresser vraiment directement à lui en attirant son attention, soit par un geste, soit en l'appelant par son prénom et surtout, lui laisser aussi la place de répondre dans l'interaction. Il y a plusieurs, recherches qui montrent que si on augmente le temps d'attente entre la question et les réponses avec les enfants, plus jeunes, il y a beaucoup plus de réponses qui sont données. Incroyable. Donc respecter ce petit temps, de Oui, latence qui est inhérent finalement au petit enfant. oui, c'est-à-dire que ce temps latence existe, hein, même entre adultes, hein, mais il faut vraiment l'augmenter de façon, même un peu exagérée, pour laisser, l'enfant parler. Et puis, là, je vous donne vraiment, des astuces par rapport à laisser, l'enfant, sa place, hein. Mais c'est des choses, comme je disais tout à l'heure, sont, complètement naturelles, hein. Et par exemple, on parle de registres adaptés aux enfants Oui, que les adultes utilisent inconsciemment quand ils s'adressent aux enfants et qui soutient, en fait, le développement langagier. Alors on parle de langage adapté à l'enfant, on parle de Mamanet, qui est en fait la traduction française de Motheries. Et donc pour aider, l'enfant à identifier,
les différentes unités de la langue, par exemple, ce qu'on trouve, c'est des intonations exagérées. Vous avez certainement entendu des mamans, ou même vous-même en tant que mère, vous avez exagéré l'intonation des énoncés avec vos enfants. On entend souvent tu as vu le petit ours brun? C'est vrai qu'on Alors on devient a des une showman. intonation montante très exagérée qui permet en fait, qui lance un signal à l'enfant pour lui dire: «Quand j'ai cette intonation exagérée, je m'adresse à toi». Et non seulement cette intonation est exagérée, mais elle est montante, ça veut dire qu'à la fin de cette intonation montante, tu peux prendre la parole. Il est déjà capable d'assimiler et de comprendre tout ça rien que par une intonation. C'est Voilà, c'est vraiment ça. stupéfiant. Il y a l'intonation, peut-être que vous avez remarqué que quand j'ai dit l'énoncé là: «Tu as vu le petit ours brun?» ma voix était beaucoup plus aiguë qu'à la normale. Parce que là aussi, on utilise en général des voix beaucoup plus aiguës, qui permettent aussi à l'enfant de dire: «Ah, elle a cette voix bizarre, elle est aiguë, exagérée, ça doit être à moi qu'elle s'adresse». Avec des pauses plus longues, avec l'insistance sur certains mots. On utilise aussi des mots fréquents, des phrases plus courtes. Et puis, on essaye de faire émerger la compréhension chez l'enfant, l'aider à comprendre que finalement, un mot, ça renvoie à une réalité. Et donc, pour faire ça, on peut utiliser les gestes pour pointer vers un objet ou bien regarder l'objet dont on parle. Et ça, c'est tout des petites astuces qui sont faites normalement, de façon naturelle, mais évidemment, on peut les utiliser de façon plus exagérée ou apprendre à des personnes aussi à le faire si elles ne le font pas de façon très naturelle. Alors c'est assez naturel, mais on peut trouver par exemple des mamans qui sont en dépression, D'accord. qui ont un peu moins justement ce langage adapté à l'enfant parce qu'elles sont moins dans la communication avec l'enfant. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai souvent entendu dire justement qu'il ne fallait pas forcément parler bébé, j'allais dire aux tout petits, aux nouveau-nés. Quelle distinction vous faites justement entre ce langage que vous décriviez comme étant justement un peu exagéré et le parler bébé? Oui, le parler bébé, c'est vraiment quand on utilise en fait des mots enfantins tout le temps. On va faire dodo, on fait miam miam. C'est-à-dire qu'on utilise en fait des mots des enfants, qui présentent un certain nombre d'erreurs encore, ou des phrases qui sont grammaticalement incorrectes, D'accord. parce qu'on pense que l'enfant peut mieux les comprendre. Eh bien, c'est quelque chose à éviter parce que ce qu'il faut donner à l'enfant, c'est une cible, qui est correcte, quoi. Mmh. Il faut pas lui faire entendre des erreurs. Donc ça, c'est vraiment le parler bébé qui est différent de ce langage adapté à l'enfant, puisque dans, le langage adapté à l'enfant, il y a toutes ces choses sur la prosodie dont on a parlé, Oui. mais il y a aussi, le fait que, pour aider la production, les parents vont faire des retours très, très positifs, des productions enfantines. Ce qui vont finalement leur booster leur ego quelque part aux enfants parce que les parents vont dire: «Oui, c'est bien mon chéri, comment tu as dit, effectivement, on dit comme ça, c'est bien, continue». Donc il y a des espèces de boosters de l'ego qui vont aider l'enfant, mais il y a aussi des manières de parler à l'enfant qui vont en fait permettre à l'enfant de plus parler et de complexifier leur production. Donc tout simplement poser beaucoup de questions aux enfants et poser notamment des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui ne demandent pas seulement une réponse oui/non, mais qui obligent quelque part l'enfant à développer et ou aussi à faire des expansions des productions des enfants, c'est-à-dire quand l'enfant dit chien, eh bien l'adulte peut par exemple reprendre le mot chien dans une phrase complète en disant: «Oui mon chéri, c'est un chien tacheté». Donc là, «Oui mon chéri», c'est le booster de l'ego Oui. et puis on répète le mot chien, c'est un chien et puis on rajoute une information, c'est un chien tacheté. Donc on complète en fait et on produit un énoncé plus complexe
pour aider l'enfant dans son étayage verbal. C'est très clair et très concret, Sophie. Merci beaucoup en tout cas pour ces mises en situation qui nous permettent en effet de mieux comprendre comment on peut aider nos petits dans l'acquisition du langage. J'aimerais juste, avant de passer à ma prochaine question, revenir aussi sur les chansons, les comptines, l'importance des livres. Quelque part, est-ce que vous pouvez nous en parler? En quoi elles peuvent justement aussi, en quoi les chansons, les comptines, les livres peuvent aussi jouer un rôle dans l'acquisition de la parole chez le tout petit? Alors, tous les comportements dont on vient de parler, ce langage adapté à l'enfant, il peut être présent dans n'importe quelle activité. Il peut être dans les activités quotidiennes du bain, du change, du jeu, et effectivement aussi dans la lecture partagée, dans les comptines. Les comptines ont peut-être un aspect plus marqué sur l'aspect musical, puisque dans les comptines, il y a des répétitions de sons, il y a des répétitions de mots. Donc effectivement, on est vraiment sur l'aspect oralité, sur l'aspect prosodique. On a aussi des comptines où on va utiliser des jeux de mains, où il va y avoir aussi des gestes qui sont associés à un certain nombre de mots. Et donc là, on utilise aussi bien les mains, et donc on fait travailler aussi tout ce qui est gestes. Il faut pas oublier que dans les langues, il y a des mots, mais il y a aussi des gestes, et que les gestes appartiennent complètement à la langue et complètent ou bien contredisent quelquefois la langue. Donc c'est absolument intéressant, et d'ailleurs ce qu'on n'a pas dit et qui est essentiel aussi, c'est que les enfants commencent à communiquer d'abord par des gestes et ensuite par des mots à l'oral, puisque les gestes, ils apparaissent autour de 9 mois, comme la compréhension des mots, alors que la production des mots, elle est autour de 1 an, avec évidemment beaucoup de variations entre les enfants. Donc il y a ces comptines qui sont très très importantes. Évidemment, la lecture partagée d'albums ou d'images qui est très très importante. À partir de quel âge? Excusez-moi de vous couper. Depuis la naissance. D'accord. Parce que c'est non seulement, on pense toujours à la lecture d'albums parce que on va apprendre du vocabulaire, on va apprendre de la grammaire. Oui, mais c'est aussi un moment très intime entre le lecteur et l'enfant, un moment privilégié, où l'enfant va avoir justement une exposition sonore avec une ou des langues différentes. Donc tout petit, c'est déjà un moment très privilégié qu'il faut favoriser. Et puis évidemment, quand l'enfant est plus grand, ça lui permet aussi d'entrer dans l'imaginaire, dans l'abstraction, dans des mots différents, dans des structures grammaticales différentes. Et ça lui sert aussi de rentrer dans ce qu'on appelle un discours. C'est-à-dire qu'au début, il était plutôt dans des énoncés, dans des mots. Et là, on rentre dans quelque chose qui a une structure avec une cohérence, puisque dans les lectures, par exemple, de récits, d'histoires, eh bien, il y a un schéma narratif qui est particulier, qui est très rapidement, il y a une situation initiale, il y a une manifestation d'un problème, on essaye de résoudre le problème, et à la fin, le problème est résolu. Très parlant. Et ces discours narratifs, alors il y a d'autres discours, il y a discours explicatifs, argumentatifs. C'est vraiment le type de discours qu'on va trouver ensuite à l'école. Dans la vraie vie, ouais. Oui, dans la vraie vie et à l'école. Et donc on peut avoir des différences entre les enfants qui n'ont pas été forcément exposés à des types de discours qu'ils vont trouver à l'école. Ouais, comme quoi cette exposition précoce au langage permet aussi de faciliter la vie du petit par la suite, comme vous le disiez, jusqu'à se projeter jusque dans l'école. Merci en tout cas pour tous ces éclairages, Sophie. J'aimerais aussi du coup rebondir sur ces fameux éducateurs dont vous parliez, que l'on retrouve
souvent dans les lieux d'accueil. J'aimerais, plus particulièrement, en fait, insister sur les puéricultrices en crèche qui ont aussi forcément un rôle majeur à jouer, dans l'acquisition du langage des tout petits. On confie nos petits, aux crèches ou aux nounous, Mmh. et ces personnels me font notamment penser à un livre éloquent sur le sujet, auquel vous avez d'ailleurs, grandement contribué, qui s'appelle «À portée de mots», qui a été écrit par, Florent de Bodman, et qui a démontré, grâce aux découvertes neuroscientifiques et aux travaux socio-économiques de la prix Nobel d'économie Esther Duflo, à quel point une crèche peut changer la vie d'un tout petit. Alors j'aimerais justement qu'on parle de ces crèches. J'aimerais savoir si, selon vous, elles sont aujourd'hui suffisamment équipées en France pour pouvoir favoriser la parole chez les petits. Et si oui, sinon, qu'est-ce qui leur manque? Comment est-ce qu'on peut aider à l'heure actuelle les professionnels des crèches à éveiller le langage des tout petits? C'est difficile de répondre, par oui ou par non de façon très, très tranchée, Je comprends. sur, l'avantage, d'être dans une crèche ou, d'être gardé à la maison dans un milieu, plus familial, on va dire, Mmh. moins, social. Hem, Dans la mesure par exemple, on i les travaux à ce propos sont assez, sont pas très consensuels. C'est-à-dire que certains montrent que oui, c'est mieux et d'autres, disent, non, c'est pas mieux. Et en fait, c'est lié, beaucoup à la crèche et à sa qualité. On est beaucoup dans les concepts de qualité actuellement par rapport aux crèches, et on parle de 2 types de qualité. La qualité structurelle de la crèche, c'est-à-dire l'espace, son organisation, le nombre d'adultes par enfant, Oui. mais aussi la qualité fonctionnelle des crèches, c'est-à-dire les types d'activités qu'on y trouve, le mode plus ou moins interactif de la communication, puisqu'on sait justement, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans certaines activités et certains comportements langagiers vont vraiment favoriser l'apprentissage du langage. Et on a du mal, en fait, on n'a pas d'études, récentes à grande échelle qui décrivent, en fait, la qualité, structurelle et encore moins fonctionnelle des crèches. N'empêche que si on a des crèches qui ont une bonne qualité évidemment structurelle, mais aussi fonctionnelle, c'est-à-dire où il y a de véritables interactions, avec les enfants, où, le personnel va aussi, étayer l'acquisition du langage, eh bien ça sera très positif, hein, D'accord, pour l'enfant. d'accord. Par contre, ces comportements étayants, alors on ne sait pas exactement quelle est leur proportion dans les crèches actuellement, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'à partir, d'interviews qu'on a collectées auprès de personnel de crèche, en fait, dans le cadre d'une étude, d'un projet interdisciplinaire, le Parler Bambin, auquel Oui, j'ai participé. oui. En fait, ce qui est apparu assez clairement, c'est que ce personnel devrait bénéficier de formations beaucoup plus importantes dans le domaine du langage, que Mmh. ce soit en formation initiale et continue. En fait, dans le parcours de ces personnels, il y a très, très peu de choses sur le langage, C'est incroyable. et encore moins sur la façon, d'étayer, heu et d'aider l'enfant dans ce développement. Donc ce personnel a besoin de mieux connaître les étapes de développement, mais aussi devrait être plus sensibilisé au langage et à son importance, et donc aux pratiques qui peuvent le favoriser. Dans les années 70-80, 90, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent, pour le développement psychomoteur dans les crèches. Oui. C'est-à-dire qu'on a, installé, des balançoires, des choses pour grimper, des choses pour ramper. Donc on a pensé à un lieu très fonctionnel par rapport à ces pratiques, motrices, qui sont importantes, hein, tout à fait. Bien sûr, je l'entends dans votre discours. Ensuite, on a mis aussi beaucoup d'argent sur tout ce qui est alimentation en crèche, sensibilisation à l'alimentation, au développement, aux textures, à la nourriture, mais très, très peu de choses finalement sur tout ce qui est, communication et langage. C'est fou. Et à mon sens, c'est
aussi essentiel que le reste. Mmh. Et en plus, surtout que tout ça, ça se développe ensemble et ça interagit. Comme vous le dites, là aussi, vaste Mais on apprend, sujet. hein, il faut apprendre, on peut pas non plus je veux dire la recherche sur le développement du langage, elle a aussi beaucoup, beaucoup progressé et c'est un peu normal que dans les années 70-80, l'importance du langage n'était pas aussi mise en avant. Mais maintenant, je pense qu'on est en train de perdre un peu de temps par rapport à d'autres pays ou dans l'absolu et que, on devrait mettre des choses en place, rapidement. On en parlera, je pense, j'aurais une question à ce sujet justement en D'accord. conclusion, d'entretien. Pour le moment, ce vers quoi j'aimerais vous amener, c'est, justement sur la double culture, les familles bilingues et multilingues. J'aimerais juste qu'on prenne un petit instant là-dessus parce que j'entends encore très souvent dire que parler 2 langues à la fois à un tout petit peut Mmh. l'embrouiller, voire carrément retarder sa capacité à se mettre à parler. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vos études vous ont appris sur ce sujet justement du bilinguisme ou de la double culture, du multilinguisme? D'abord, je voudrais dire que c'est fort dommage qu'on entende encore ça, puisque, pour rappel, hein, il y a quand même plus d'enfants qui apprennent 2 ou plus de langues que d'enfants qui n'en apprennent qu'une seule au monde. Ah bah, ça fait du bien de se l'entendre dire, en effet, et en même temps ça fait sens, dit comme ça fait tellement sens, c'est juste qu'on n'y réfléchit pas. Voilà, et que dans la majorité des cas, ils ont pas de difficultés particulières. C'est vrai qu'on est dans une conception très monolingue des choses, peut-être parce qu'en France, on est un peu trop monolingue à mon sens, mais que, finalement, il faudrait commencer même dans la recherche, enfin on le fait, hein, mais pas abandonner le modèle monolingue, mais quand même mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de billes dans les modèles, bilingues ou plurilingues, parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des enfants qui n'apprennent qu'une seule langue. Et que normalement, si comment dire? S'il y a pas de grosses catastrophiques planétaires, ce multilinguisme devrait continuer à accélérer, à augmenter. Et puis aussi, il faut dire que, les chiffres montrent que le taux d'incidence des troubles du langage n'est pas plus important chez les bilingues que chez les monolingues. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est plus à risque de développer une pathologie langagière que, quand on est monolingue. Mais je sens la peur, vous voyez, Ouais. quand cette question du bilinguisme est évoquée, c'est souvent aussi cette peur, notamment de la part des grands-parents, de voir l'enfant mélanger les 2 langues. Mmh. Mmh mh. C'est vrai que, c'est ce qu'on entend souvent, alors que ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, en réalité, les 2 langues, les 2 systèmes de langue sont différenciés très tôt, dans le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que même quand l'enfant est exposé à 2 langues, depuis la naissance, c'est-à-dire qu'il a des sons qui appartiennent à une langue et d'autres qui appartiennent à l'autre langue, eh bien très rapidement, l'enfant va, comment dire? Catégoriser les sons, en fonction de la langue qu'il est en train de là où les langues qu'il est en train d'apprendre. C'est-à-dire qu'il va séparer les sons en fonction de leur appartenance à une langue ou à l'autre. Donc ça, c'est par exemple au niveau des sons. D'accord. Et puis quand, l'enfant va mélanger c'est vrai qu'une spécificité des enfants bilingues ou multilingues, c'est qu'ils vont mixer ou mélanger, leurs langues. C'est-à-dire Oui. ce qu'on appelle du code switching ou du code mixing. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une langue à l'autre, que ce soit d'un énoncé à l'autre ou bien même à l'intérieur d'une phrase, vous pouvez subitement avoir, un mot d'une autre langue. Les gens ont peur de ça, mais en fait, c'est hyper positif parce qu'en fait, c'est un signe de l'adaptation et de la flexibilité des enfants qui ont en fait un manque d'un mot ou d'une structure et donc qui vont pêcher dans une autre langue pour pouvoir produire une phrase Mais complète. c'est génial. Donc il faut le voir comme quelque chose de positif, hein. Ils ont un problème, bah, ils le règlent parce qu'ils ont une autre langue à leur disposition et ils arrivent à le régler. J'adore votre manière de voir les choses.
J'aimerais du coup en profiter pour désamorcer tout de suite une potentielle autre inquiétude des parents. Vous parliez de potentiels dysfonctionnements langagiers. Alors justement, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter si un bébé ne parle pas? Quels sont les critères qui doivent peut-être alarmer? Quels sont les points de vigilance à garder en tête? Et que faut-il faire à ce moment-là? Alors je comprends l'inquiétude des parents, mais j'ai pas de réponse définitive à donner à ces parents. J'imagine. C'est très difficile, de savoir à quel moment, finalement on bascule du normal à quelque chose de pathologique. Dans la mesure où le développement ou l'acquisition du langage avant 3 ans, c'est vraiment très variable d'un enfant à l'autre. Vous l'avez vu ou entendu ou certainement, lu qu'il y a des enfants qui parlent tôt et d'autres tard. Mmh. Quand je dis parlent tôt, vous avez des enfants qui parlent à partir de 9-10 mois Oui. et d'autres tard à 24 mois. Mmh. Mais tous les 2 enfants, celui qui parle à 9 et comme celui qui parle à 24, peuvent avoir un développement tout à fait normal par la suite. On a des enfants aussi qui peuvent parler avec beaucoup d'erreurs ou d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'enfants qui vont prendre des risques. À partir du moment où ils comprennent un mot, ils vont commencer à le produire. Et du coup, évidemment, ils vont faire plein d'erreurs articulatoires parce qu'ils sont encore pas matures au niveau production. Au contraire d'autres qui vont vraiment y aller sur la pointe des pieds. Les C'est-à-dire qu'ils perfectionnistes. vont ouais, enfin je sais pas si c'est perfectionniste, mais en tout cas, c'est un petit peu ouais, ils prennent pas de risques, quoi. Et donc ils vont commencer à parler tard, Mmh. mais en produisant de manière très, très correcte. D'accord. Et tout ça, ça fait partie de la norme. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention avant 3 ans, surtout parce qu'après les différences interindividuelles sont moins importantes, même si elles continuent à être présentes. D'accord. Il faut vraiment faire attention à, à ces variations et ne pas tout de suite penser qu'il y a un problème quand c'est juste, un décalage par rapport, à un autre enfant ou une autre manière de faire. C'est pour ça qu'avant 3 ans ou avant 2 ans, on va dire, parce que je vais quand même dire quelque chose dans l'autre sens après. D'accord. Avant 2 ans, il faut vraiment suivre l'enfant dans la trajectoire, Mmh. ne pas évaluer l'enfant seulement à un moment précis et en déduire: «Ah ça va pas» ou «ça va», mais vraiment le suivre pour voir si la trajectoire continue à aller bien ou si ou au contraire elle continue à se creuser plutôt du côté, difficulté voire pathologie. Très clair et rassurant. Après je suis pas du tout non plus là je vais un petit peu parler en tant que mère, je crois. Hem, je suis pas non plus, du côté des médecins qui, qui encore trop souvent disent: «Il a 2 ans, c'est pas grave, attendons». Mmh. La stratégie wait and see après attends et on verra ce que ça se passe après 2 ans, je la trouve un peu, comment dire? Ouais, je l'aime pas trop en fait. Parce qu'en tant que mère, je préférerais qu'on me dise à 2 ans: «On va faire attention, on va continuer à suivre cet enfant. Vous allez le motiver, vous allez lui parler, vous allez l'étayer et on va voir ce qui se passe. D'accord. Plutôt qu'à 6 ans, on me dise: «Ah mais madame, votre enfant a de gros problèmes». Genre maintenant c'est trop tard, Mmh, quoi. mmh. Complètement. Donc être dans l'action plutôt que dans la passivité et l'observation, Oui et je pense que voilà, donc il y a quand même des choses à surveiller. Donc voilà, c'est vraiment des choses à surveiller, et pas seulement la production des premiers mots puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a plein de choses qui se passent avant. Et que si ces choses se passent mal, ou pas, ça peut avoir vraiment des répercussions sur la suite. Alors tout simplement l'audition, hein, vérifier que l'enfant entende correctement. en effet, ça fait sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a maintenant des dépistages, automatiques, quasiment, obligatoires à la naissance, mais il y a encore des enfants qui passent à la trappe
Et ce dépistage, il est fait que sur des fréquences particulières. Donc ça veut pas dire que l'enfant n'ait pas des difficultés auditives quelque part. Donc vérifier que l'enfant entende correctement, hein, c'est tout simplement faire un bruit derrière son dos et voir s'il réagit. Je comprends. Et s'il se retourne pour chercher la source de ce bruit. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Ah, c'est ce que font les médecins, hein. Donc ça, c'est une première chose toute simple à vérifier. Après, il y a aussi les comportements qui sont pas purement langagés, comme l'attention visuelle, par exemple. Oui, Voir si l'enfant est capable de suivre un objet du regard. d'accord. Vérifier même son attention en général. Est-ce qu'il arrive à se concentrer sur des choses pendant longtemps? Alors, un bébé, ça se concentre pas longtemps sur quelque chose, mais voir quand même s'il est capable de concentration. Ensuite, quand l'enfant est un peu plus grand, vérifier si l'enfant comprend le monde qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il a des réactions par rapport à des choses qui se répètent, hein, ou aussi s'il fait des liens entre ce qu'on lui dit et le monde qui l'entoure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit téléphone, l'enfant regarde le téléphone. OK. Ça veut dire qu'il fait un lien entre le mot et puis l'objet téléphone. Et puis évidemment aussi comment il va communiquer verbalement. Alors soit par des vocalisations, hein. Les vocalisations, c'est juste des sons, hein, voir comment il essaye de communiquer, soit par des vocalisations, par des gestes ou encore des mots évidemment. Et ces gestes qui précèdent les mots, c'est très, très important puisque l'enfant va les utiliser beaucoup, et notamment le geste du pointage, puisque ça permet vraiment d'attirer l'attention de son entourage sur les objets qui l'entourent. Oui. Et donc l'enfant va vraiment utiliser des gestes avant d'avoir les mots. Et puis peu à peu, ces gestes vont être remplacés par les mots. Et donc il faut faire attention aussi que l'enfant utilise des gestes, mais que ces gestes ne soient pas utilisés trop longtemps. C'est-à-dire qu'un enfant ne resterait pas trop dans le gestuel et ne rentrerait pas suffisamment dans l'oralité. Souvent vous avez des enfants, et ça c'est l'école qui aide en fait, des enfants qui communiquent peu ou seulement par des gestes parce que leur entourage, leur famille comprend exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, il y a pas de besoin particulier à utiliser des mots puisque, l'enfant il a ce qu'il veut en gros, quoi. D'accord. Mais après une fois qu'il est à l'école, son entourage, il comprend plus son système. Et donc l'enfant il est obligé, s'il veut se faire comprendre, de passer à l'oralité. Donc quelquefois on voit ces enfants qui, dans le contexte familial, ils produisent quasiment rien, et puis il y a une espèce de déclic qui se fait parce qu'ils se rendent bien compte que s'il veut être compris par son entourage, il faut qu'il verbalise aussi. Ensuite, il y a la période du babillage. Donc vérifier que l'enfant a ses productions de ba, ma, qu'il produit les premiers mots et qu'ensuite il commence à combiner des mots autour de 2 ans et demi. C'est très clair et merci en effet pour ces explications en étapes. Et alors, si problématique il y a, si dysfonctionnement il y a, quand et qui faut-il consulter, à votre avis? Oui, la réponse au quand, elle est difficile, hein, pour les raisons que je viens d'évoquer. Moi personnellement, je préconise en fait des consultations précoces pour les parents. Alors précoce, je dis autour de 2 ans, hein, sauf s'il y a vraiment quelque chose avant où il y a un problème d'audition, donc là clairement il faut aller voir avant. Oui, Mais je veux dire, voilà, si on trouve qu'il parle pas beaucoup à 2 ans ou qu'il a vraiment des problèmes de compréhension. En général, quand il y a des problèmes de compréhension, c'est encore plus grave que quand il y a des problèmes que de production, parce que sans la compréhension, l'enfant peut pas produire. Donc la compréhension est très, très importante. d'accord. Donc oui, moi je préconise des choses à partir de 2 ans, soit déjà au moins en parler avec les pédiatres lors des visites obligatoires chez pédiatres ou chez les médecins, pardon. Oui, Et puis éventuellement aussi d'orthophonistes, parce que même s'il y a pas d'intervention possible très tôt, ces personnes-là, c'est les médecins ou les orthophonistes vont quand même accompagner les parents, heu,
accompagner les parents en leur donnant justement des petites astuces pour observer l'enfant de façon plus précise, pour l'étayer dans son développement et voir comment, le développement, se passe. Est-ce que ça va mieux ou est-ce que, il commence véritablement à dévier de sa trajectoire? Alors, cela dit, quand je dis ça, j'ai les orthophonistes qui tout de suite me sautent à la gorge en me disant: «Mais nous, on n'a pas de place, mais tu te rends pas compte, la file d'attente». Oui, je sais bien. Je sais bien que les places sont chères et que en plus, tous ces acteurs sont très peu spécialisés à l'accompagnement parental ou à la prise en charge, d'enfants très jeunes. Mais il commence à y en avoir quand même. Oui. Et puis, aussi les enseignements, des futurs orthophonistes. Avant, ils entendaient parler très, très peu de prévention, très, très peu du développement précoce et maintenant ça fait vraiment partie de leurs enseignements, quoi. Donc il y a des gens qui savent faire maintenant. Alors évidemment, ils n'ont pas beaucoup de place, mais ça existe. Et donc il y a aussi après en fonction, de là où vous vous trouvez, il y a aussi possible, vous pouvez aussi diriger les parents vers des médecins de PMI où là aussi il commence à y avoir du changement par rapport, à la prise en charge, précoce, et le langage, chez l'enfant tout jeune, quoi. Bien, ça fait vraiment du bien de s'entendre dire tout ça. Merci vraiment pour tout cet état des lieux et cet aiguillage vers les spécialistes justement qui peuvent aider, les jeunes parents ou plutôt les parents de jeunes enfants. Hem, J'aimerais qu'on parle de nos temps modernes, masqués, covidés. Ça fait, 2 ans qu'on évolue finalement dans un environnement où nos bébés naissent et évoluent face à des adultes qui sont masqués. J'aimerais savoir, Sophie, si vous avez assez de recul pour nous dire, si le covid et le port du masque a impacté l'arrivée dans le langage des bébés? Alors c'est vrai que le port du masque peut a priori avoir des répercussions sur l'acquisition du langage puisque le masque en fait, il rend d'une part la voix moins forte, et ça filtre surtout les fréquences basses en fait. Mais c'est pas inintelligible pour autant. Que le masque aussi cache les lèvres en mouvement quand on parle et comme on lit aussi sur les lèvres quand on écoute pour comprendre, eh ben, on peut craindre en fait des problèmes de compréhension des mots, mais aussi de production des mots de la part des enfants, Mmh, puisqu'on utilise aussi la lecture labiale pour imiter et répéter des mots. c'est ça. Ouais, Et puis la troisième problème avec le masque, c'est que ça cache une partie des expressions du visage, d'accord. et ce qui contribue souvent aussi à la compréhension des messages, surtout pour leur aspect plus émotionnel. Donc effectivement, on pourrait imaginer qu'il y a des conséquences, du port du masque. Alors, on n'a pas d'études très, très claires, hein. Les seules choses que je peux vous dire moi, c'est qu'il y a une enquête française qui a été, menée notamment, par Marie-Paule Tolon-Béard qui est, psychologue, D'accord. dans la région lyonnaise. Et dans cette enquête, en fait, il y a une centaine de personnels de crèche qui ont été interviewés pendant la pandémie. Oui. Et en fait, ce que, ces interviewés rapportent, c'est que, pour la plupart, que les enfants en crèche produiraient moins et répéteraient moins en face de personnes masquées. Et en fait, les gens le disent, hein, les personnels de crèche le disent de façon assez, ouverte, c'est que, ils portaient pas tous le masque tout le temps et qu'ils voyaient vraiment une différence. Ah, c'est impressionnant. Et qu'ils avaient aussi le sentiment que la compréhension des messages était moins bonne, quand ils portaient le masque que quand ils, portaient pas le masque. Mmh. Et une autre chose aussi, c'est que les enfants étaient moins attentifs et étaient moins engagés dans les interactions. D'accord. Mais c'est vraiment, comment dire? C'est vraiment une étude, qualitative, hein, Oui. et c'est du, rapporté. Donc ça donne, c'est des faits rapportés, c'est-à-dire que ça peut être des impressions de la part du personnel et que ça donne en plus aucune indication sur les effets à long terme. Est-ce qu'effectivement, produire moins et répéter moins pendant une période de temps, est-ce que ça a vraiment des répercussions sur la suite?
Mmh. Alors moi, je voudrais un peu dédramatiser quand même un peu les choses, Oui, puisque, les enfants qui sont en crèche, ils ont quand même aussi d'autres interlocuteurs hors crèche qui ne portaient pas de c'est masque vrai. et que la situation, elle a duré plus ou moins longtemps selon les enfants. Il y a quand même un groupe, moi, qui me fait un peu souci, mais à voir, hein, c'est les enfants très, très jeunes. Donc c'est quand les enfants vraiment sont dans la perception, donc on va dire, les moins de 6 mois, on va dire, où l'aide visuelle est très, très importante et ou ceux qui n'ont pas beaucoup de stimulation hors crèche. D'accord, d'accord. Mais pour cela, je m'inquiète autant quand il y a pas le masque, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors il y a évidemment pas assez de recul sur la pandémie actuelle. Par contre, j'ai trouvé un travail assez intéressant, qui est une étude rétrospective de l'effet à long terme, en fait, de l'épidémie du SARS, qui avait eu lieu en Chine en 2003. Et cette étude rétrospective, elle a justement, étudié, regardé l'effet, sur le développement des enfants en Chine. D'accord. Et ils ont montré en termes de langage un retard dans la production des phrases complètes. Donc on est sur l'aspect grammatical de la langue et un effet du masque sur la communication non verbale entre adultes et enfants. Donc voilà, c'est une seule étude, hein, qui a été publiée en 2020 sur donc une épidémie en 2003 qui était assez similaire de celle du Covid, de ces dernières Mmh. années. Donc on peut être, attentif à certains enfants, à être particulièrement attentif à certains enfants et leur développement langagier, mais je tiendrai pas un discours, complètement alarmiste non plus. Merci vraiment pour cette réassurance, qui je pense va faire du bien, là aussi, en tout cas, sortie de la bouche d'une chercheuse comme vous. Alors justement, ça fait plus d'une heure, qu'on vous entend, nous raconter tous les progrès incroyables, que vous avez faits en matière de recherche pour comprendre comment les bébés se mettent à parler. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir, sur l'acquisition précoce du langage? Qu'est-ce qui vous intrigue encore? Qu'est-ce que vous ne savez pas encore sur l'acquisition du langage chez le tout petit? Alors je pense qu'effectivement on a fait, pas mal de progrès, hein, ces dernières années, notamment aux avancées technologiques et à un meilleur accès en fait à beaucoup de données, à des bases de données très importantes et qu'on arrive à mieux traiter. Et finalement, je pense que grâce à ça, on va encore beaucoup plus, avancer sur la variation en fait, sur les différences entre les enfants. D'accord. Avant, on parlait beaucoup, sur le fait de trouver des similitudes dans les trajectoires, développementales des enfants. On parlait d'universaux du langage. Et aujourd'hui, on va plutôt, justement parce qu'on a des données beaucoup plus diversifiées, on a des bases de données sur beaucoup d'enfants qui apprennent des langues différentes. On a aussi des outils, pour les analyser. On a aussi des méthodes statistiques pour, mieux mesurer justement la variation. Et donc je pense que l'avancée, elle va être dans ça, c'est-à-dire de identifier les facteurs de variation et mieux mesurer le poids, en fait, de ces variations dans les trajectoires. Pour conclure, cet échange, Sophie, hem, j'aimerais vous poser une question un peu particulière. On se situe à quelques semaines des élections présidentielles et j'aimerais savoir ce que vous aimeriez que la ou le futur président de la République fasse pour prendre la mesure de l'importance du langage dans l'épanouissement de toute la société. Est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'il y a des décisions que vous aimeriez, voir être enfin prises? Alors, je suis pas sûre d'avoir cette opportunité-là un jour, mais je vais me mettre dans le contexte. Allez-y. Je vais me lancer. Je pense qu'il y a 2 choses qui sont importantes. D'abord, de vraiment lancer, en fait, une campagne de sensibilisation à l'importance du langage et de son acquisition. Puisque je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, là, dans notre discussion,
Le langage est pas mis en avant, alors que c'est un élément essentiel pour, en fait, la survie. Alors c'est peut-être fort de dire ça, mais c'est vraiment, quelque chose d'essentiel pour la survie de l'enfant, mais de l'être humain en général et de son intégration et le bien-être, en fait, de tous nos concitoyens. Vous nous l'avez démontré, en effet. Et donc cette campagne de sensibilisation, elle peut prendre plein de comment dire? On peut l'exprimer de diverses façons et puis, de façon, tout à fait liée à ça, ça serait de demander de mettre, vraiment, beaucoup d'argent, un paquet financier, si vous me permettez cette expression triviale, sur la prévention des difficultés langagières et de la prise en charge des populations à risque. La prévention, c'est quelque chose qui est, très peu développé en France, alors que c'est quelque chose d'essentiel pour prévenir un tas de choses. C'est positif dans plein d'aspects parce qu'évidemment ça prévient les difficultés, mais aussi au niveau économique, c'est moins cher de faire de la prévention que faire de la remédiation. Et que, en France, on est très, très en retard par rapport à d'autres pays d'Europe sur l'aspect langagier notamment, comme la Belgique, les Pays-Bas, ou encore l'Angleterre. Et franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Il faut donner la place au langage, quoi. On n'a pas donné la place au langage, ce qui est assez étonnant pour le langage. On ne parle pas assez de langage. Vous parliez, juste, j'aimerais une précision de votre part, vous parliez justement de la prise en charge aussi des populations à risque. Quelles sont ces populations à risque selon vous? Alors il y a des populations à risque qui sont assez faciles à identifier, qui ont des problèmes, autres que langagières et qui peut avoir des répercussions sur le langage. Par exemple, les enfants trisomiques, on sait que ces enfants-là ont des difficultés de langage. D'accord. On sait aussi, par exemple, que les grands prématurés ou les très grands prématurés peuvent avoir des difficultés langagières. Donc c'est plutôt des populations à risque là qui présentent d'autres difficultés biomédicales, on va dire, qui peuvent avoir des répercussions sur le langage. Mais il y a aussi des populations à risque parce que l'environnement n'est pas assez stimulant. Pour que le langage se développe au même rythme que chez certains autres. D'accord. Donc ça peut être aussi des difficultés de stimulation. C'est très clair. Je vous remercie en tout cas pour la précision. Enfin, j'ai une dernière question. Elle est un peu intime. Vous êtes vous-même maman et j'aurais aimé savoir ce que ce rôle a changé dans la pratique de votre métier. Est-ce que ça a changé en fait quelque chose dans la pratique de votre métier de psycholinguiste ou pas? Bah non, je crois étonnamment pas grand-chose. En fait, contrairement à d'autres collègues qui, prennent leur enfant comme des cobayes, hein, c'est-à-dire qu'elles remarquent, notent, prennent toutes les productions des enfants et les utilisent comme exemple ou contre-exemple et puis, reprennent leurs hypothèses par rapport à ce qu'ont entendu à la maison, bah, ça a jamais été mon cas. Alors, peut-être que l'explication, c'est parce que quand ma fille était petite, je travaillais sur des enfants d'âge scolaire. D'accord. Je travaillais beaucoup sur la production du récit, mais à partir, voilà, de 5-6 ans. Et que c'est seulement qu'une fois, elle avait à peu près 5-6 ans que je me suis mise à travailler sur les bébés. Donc j'ai vraiment très, très peu fait attention au langage de ma fille, qui avait en plus des difficultés puisqu'elle avait beaucoup d'otite séreuse Ah au cours mince. de ces 2 Oui. premières années et que peut-être je voulais juste pas voir. Donc en fait, j'écoutais pas du tout ce qu'elle disait et que c'est qu'au moment en fait, où elle a été opérée, des amygdales, qu'elle s'est mise à parler, Incroyable. quasiment et que je m'en suis rendu compte. Donc c'est comme un peu le cordonnier qui est hyper mal chaussé, Ça nous et arrive à que j'ai tous. presque je sais pas et que j'ai presque honte en fait de le dire, mais c'est ma mère en fait qui se rappelle mieux du premier mot de ma fille, qui était chaussure d'après elle et qui est vraiment un joli contre-exemple que je devrais utiliser en fait dans mes cours puisque c'est un mot qui est long et avec des sons très complexes. Complètement. Incroyable, incroyable, un cas d'école. C'est ça, voilà.
Écoutez, Sophie, c'était passionnant de passer 7 heures et demie à vos côtés. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez livré, pour votre sens du partage, votre pédagogie et surtout votre bienveillance, notamment sur un sujet tel que celui-ci. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça. Je pense que c'est utile de le dire, hein, et j'espère que les gens l'entendront. En tout cas, je ferai en sorte que votre discours soit propagé et soit le plus audible possible. Bonne suite à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. On dit que les premiers hommes ont commencé à parler pour mettre des mots sur l'absence, pour raconter ce qui se passait en dehors du regard de l'autre, pour partager l'invisible. Vous l'aurez compris, s'exprimer est un miracle de la vie. Mais chacun sa route, chacun son rythme, chaque enfant est différent. Ce qui est certain, c'est que parler s'apprend au fil des relations et de l'environnement que vit votre enfant au quotidien. J'espère donc que cette parenthèse vous aura éclairé et outillé. J'espère qu'elle vous aura donné l'envie d'observer le chemin qu'empruntera votre bébé vers le langage et d'engager de chouettes conversations avec lui dès le début de sa vie. Je vous souhaite de regarder votre petit les yeux écarquillés et l'âme émerveillée par toute sa créativité. Parce qu'à force de nous voir dans cet état, il risque d'être porté pour toute la vie. Allez, à très vite pour un nouvel échange rempli d'inouïs.